Mabele tika bankoko banafrika bokeba toboya bonkoko tolandi dilandalanda toteka bomoto mpona bongo. Donc la manifestation de ces jours, ce grand événement consiste en la présentation par le professeur Obenga de son dernier livre qui vient de sortir, n'est-ce pas, des imprimeries des éditions Harmattan. Ce livre intitulé L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue. Et avant d'arriver à cette présentation, à cet honneur, n'est-ce pas, la cérémonie va se structurer autour de trois moments importants. Dans un premier moment, je vais devoir céder la parole au secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, qui va dire son mot de bienvenue. Et il sera suivi par le professeur Emmanuel Kassongo, n'est-ce pas, le doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Kinshasa. Et le professeur Mukoka, François Mukoka, prendra la parole pour présenter le conférencier du jour. Et le modérateur prendra la parole pour recadrer la portée historique de cet événement. Et enfin, la parole sera donnée au professeur Théophile Obenga qui va nous parler, n'est-ce pas, de son dernier opus et de l'ensemble des événements qui font de la nécessité de la construction d'un État fédéral en Afrique noire. Donc, sans plus tarder, avec votre autorisation, avec l'autorisation des organisateurs qui sont connus, je vais donner la parole au professeur, au secrétaire général académique. Avec tous mes hommages, s'il y a des autorités, Monsieur le doyen, Monsieur le professeur et chers collègues, camarades étudiants et étudiantes, je voudrais, au nom de toute la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, souhaiter la bienvenue au professeur Obenga et au doyen honoraire, qui est un professeur visiteur ici à l'UNIKIN, hein, Ndingambo, qui vient de Brazzaville pour la présentation de ce livre du professeur Obenga. Je voudrais de prime abord et à votre nom féliciter très sincèrement le professeur Obenga pour son livre et encourager à ce que nous puissions continuer, comme nous l'avons toujours fait, la collaboration, la coopération fraternelle entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, et surtout nos universités. Mesdames, Messieurs, distingués professeurs et chers collègues, illustre professeur Théophile Obenga, notre faculté est heureuse ce matin de vous recevoir pour cette conférence dont le thème est à la fois révélateur et provocateur. Révélateur parce que vous nous retournez dans l'histoire et nous orienter vers les ancêtres de la science politique africaine, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, qui parlaient toujours d'une Afrique, d'un continent uni. On cherche encore les africanistes. Vous voici là, passé sous les traces, sous les pas de Cheikh Anta Diop, qui est passé par cette université, qui a laissé une bonne impression. Nous sommes heureux d'être le premier site choisi pour cette conférence, où vous présentez cet ouvrage qui est écrit déjà dans le cœur de beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils voyagent, ils ne trouvent pas de différence en Afrique. Il n'y a que nos langues et nos rivières, nos fleuves qui nous séparent. Nous sommes un peuple. Nous avons une histoire commune. Nous avons des ancêtres communs. Monsieur le professeur, on ne cesse de le répéter, vous êtes chez vous. On dit toujours Congo d'en face quand on est de l'autre face. Quand on est ici, on appelle Congo-Brazzaville Congo d'en face. Et quand on est à Congo-Brazzaville, on appelle Kinshasa Congo d'en face.
En lingala, on dit ngambo na ngambo, face en face. Ces rêves de l'État fédéral d'Afrique noire, professeur, aujourd'hui, ça peut être appelé un rêve, parce qu'il est permis à tout le monde de rêver. Mais on se souviendra que les concepts sont toujours énoncés par les chercheurs, récupérés soit par le monde politique. Lorsqu'il est énoncé par le monde politique, il est récupéré par le monde académique. Et maintenant, c'est le monde académique qui ouvre les balles ou qui enfonce les clous. J'invite donc aux chercheurs ici présents de décortiquer cet ouvrage, de le critiquer s'il le faut, de le compléter par des suggestions et des idées pour que nous puissions tous nous approprier l'idée d'un État fédéral d'Afrique. Parce qu'avec le fédéralisme, on sera unis dans la diversité. Peut-être on va éviter que chaque État fédéré d'Afrique qui composera ces grands ensembles ne soit pas considéré comme une base arrière pour déstabiliser un autre État. Peut-être à ce moment-là, nous aurons un gouvernement, une armée, une assemblée, une banque, et donc nous n'allons pas nous déchirer à travers ces institutions-là. C'est vraiment un vœu que nous accueillons à bras-le-corps. Nous voulons que ces vœux deviennent une réalité un jour. Et on se souviendra ici du professeur Théophile Obenga, qui ne s'est pas tu pour dire tout haut, par écrit, ce que les autres disent tout bas. Nous attendons donc des étudiants, des apprenants, des professeurs, des questions encourageantes, des questions qui vont nous aider à la construction de cette Afrique, de cet État fédéral d'Afrique. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues professeurs, chers membres du personnel scientifique de l'Université de Kinshasa, camarades étudiants, distingués invités. Le conférencier de ce jour, que l'honneur nous échoit de vous présenter, est une éminente personnalité de notoriété intellectuelle, scientifique, culturelle et publique, que ce soit au Congo-Brazza, en RDC, en Afrique ou à travers le monde. J'ai nommé le professeur Théophile Joseph Obenga Mwene Ndiale. Sa biographie est riche, immense. Nous allons nous efforcer de la circonscrire autour de 8 rubriques. De prime abord, il y a lieu de noter que le professeur Obenga est né le 2 février 1936 à Brazzaville. Il est marié et père de 7 enfants. Première rubrique de sa biographie, elle concerne ses études et ses diplômes. Après l'école primaire et secondaire, respectivement, à l'école Saint-Vincent de Poto-Poto et au lycée Savournian de Brazza, où il a obtenu son bac, série A, philosophie et lettres. Il entreprend sa formation supérieure et universitaire, au terme de laquelle il mentionne nombre de certificats, de licences, de maîtrises, de diplômes spécialisés et bien évidemment un doctorat d'État ès-lettres en sciences humaines à l'université Paul Valéry de Montpellier en France. Pour être précis, il nous revient d'indiquer, s'agissant de sa formation multidisciplinaire de spécialistes à la fois en histoire,
en linguistique et en égyptologie et en éducation aussi, qu'il est détenteur respectivement de un diplôme spécialisé en système historique de l'Université de Genève, un diplôme d'études quaternaires et préhistoriques de l'Institut paléontologique humaine de Paris, un diplôme de linguistique de l'Université de Genève, 2 diplômes et un certificat d'égyptologie de l'École pratique des hautes études et du Collège de France, ainsi que de l'Université de Sorbonne, un diplôme en éducation de l'Université de Pittsburgh aux États-Unis. Deuxième rubrique, elle concerne les langues. Le professeur Obenga est un polyglotte plus que parfait parce qu'il parle plus de 10 langues, dont notamment la quasi-totalité des langues et dialectes de son pays. Il parle également le grec, le latin et l'italien, le copte, l'égyptien pharaonique, l'allemand, le français, l'espagnol et l'anglais. Troisième rubrique, société savante dont il est membre. En effet, il est membre respectivement de la Société française d'égyptologie, l'Association africaine des historiens, la Société africaine de culture, l'African Association for Classical Study aux États-Unis. Quatrième rubrique, elle concerne son expérience professionnelle et scientifique. Dans ce domaine, le professeur a été respectivement directeur de l'École normale supérieure à l'Université Marien-Ngouabi. Il a été dans la même université secrétaire général, chargé des affaires académiques. Il est fondateur du laboratoire d'histoire et d'anthropologie de l'Université Marien-Ngouabi. Il est fondateur des cahiers congolais d'histoire et d'anthropologie, qui est une revue scientifique de l'Université Marien-Ngouabi. Il a été rapporteur général du Congrès des intellectuels africains à Dakar, en novembre-décembre 2004, sous l'égide de l'Union africaine. Il a été directeur de recherche scientifique, puis directeur général du CICIBA, Centre international des civilisations Bantou, à Libreville, au Gabon. Il a été membre du Comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique, sous l'égide de l'UNESCO à Paris. Et pour le moment, le professeur Obenga est un professeur émérite de l'Université de San Francisco State University, en Californie. Cinquième et dernière rubrique, elle concerne sa carrière professorale. Il a enseigné les cours d'histoire, de philosophie, de linguistique et d'éducation dans l'université que voici. Université Marien-Ngouabi au département d'histoire et de philosophie. L'université Omar Bongo à Libreville. L'université de Lubumbashi chez nous, en RDC. Université de Bangui en RCA. Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'université Temple University de Philadelphie aux États-Unis et bien sûr à San Francisco State University, nous l'avons cité. Publication scientifique, le professeur Obenga est auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles scientifiques. Septième et dernière rubrique, fonction politique ou publique. Sur le plan politique, il a eu à occuper respectivement des hautes charges de ministre des Affaires étrangères de la coopération dans son pays, ministre du Travail et des Affaires sociales, ministre des Postes et Télécommunications, porte-parole du gouvernement. Il a été sénateur de la cuvette et actuellement, le professeur Obenga est représentant personnel du président de la République du Congo, chargé du développement et de l'enseignement supérieur. Voilà, brièvement brossé, l'immense biographie du conférencier du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation sympathique et brillante.
Je souhaiterais, au nom des organisateurs, avant de céder la parole au savant immense qu'est le professeur Obenga, recadrer un peu la portée historique de cet événement, parce que le professeur Obenga ne se serait pas déplacé du Congo-Brazzaville, n'aurait pas traversé le Poul Malébo pour venir à Kinshasa par plaisir d'un savant pour changer l'univers qu'il voit au jour le jour, ou bien par la facétie d'un savant. Non, le professeur Obenga est venu présenter son livre à Kinshasa par respect d'une tradition qu'on observe dans la pensée sur la Renaissance africaine. En fait, depuis que Cheikh Anta Diop a publié l'État fédéral africain en 1960, il a consacré, il a donné à notre pays, la RDC, au bassin du Congo, des missions centrales dans la reconstruction, dans la construction de la Renaissance africaine, dans la construction de l'État fédéral multinational africain. Et Cheikh Anta Diop l'écrit brillamment en disant que l'État, la RDC, le bassin du Congo, doit jouer les rôles du bassin le même rôle que le bassin de la Ruhr joue dans la construction de l'Union européenne, c'est-à-dire le rôle que joue actuellement l'Allemagne. Le Congo, qui dispose des minéraux, des ressources halieutiques, des ressources minières, doit mettre ces ressources à la disposition de l'Afrique pour la construction d'un puissant, n'est-ce pas, potentiel industriel en Afrique. Mais le Congo, qui est aussi un pays presque inhabité, doit servir de creuser des bases pour tous les peuples africains qui manquent des espaces pour vivre. Et cela, Cheikh Anta Diop le dit exclusivement aux Africains. Le Congo n'est pas un pays qui doit accueillir des peuplades étrangères, non. Il doit accueillir des peuples africains pour construire cette identité africaine que nous recherchons pour construire l'État multinational africain. Donc la présence de Théophile Obenga dans cette université de Kinshasa, qui était considérée par Cheikh Anta Diop comme la plus grande université d'Afrique noire, après celle du Caire, n'est pas un hasard de l'histoire, parce qu'il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a la conscience, les remaniements de conscience et l'initiative des peuples. Donc aujourd'hui, nous devons recadrer cette initiative pour dire que le professeur Obenga n'est pas venu par hasard. Il est venu par respect d'une tradition. Et Cheikh Anta Diop était très content de venir au Congo chaque fois qu'il en avait l'occasion. Et chaque fois, il disait à Monseigneur Tshibangou, il faut construire au Congo un grand centre égyptologique. Parce que le Congo, pour Cheikh Anta Diop, n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale archéologique. Faisant partie du grand lac africain, le Congo détient les secrets de la naissance de l'homme sur Terre, de Lucie, la première personne qui a été sur Terre, et aussi de toute l'évolution, n'est-ce pas, anthropologique de l'homme. Voilà pourquoi il fallait recentrer ce débat pour dire que ce n'est pas un hasard de l'histoire que Obenga est venu aujourd'hui au Congo, parce que le Congo a un rôle central à jouer dans la construction de l'Afrique noire, dans la construction de, n'est-ce pas, de l'État multinational panafricain, et il est intéressant, nous les Congolais. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, chers étudiants de la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, chers amis, je voudrais avant tout propos dire ma profonde gratitude à l'administrateur directeur général du groupe Le Potentiel, M. Freddy Moulumba Kabouaï, au directeur exécutif de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, M. le professeur François Mukoka Tsenda, ainsi qu'au directeur du Centre d'études politiques, M. le professeur Arsène Mouaka, au doyen de la faculté des sciences politiques, Monsieur le professeur Emmanuel Kassongo, et au directeur du Centre de recherche en épistémologie des sciences sociales et humaines, Monsieur le professeur Milala. Je m'empresse aussi, bien sûr, de reconnaître et de saluer tant d'éminentes personnalités et tant d'excellents collègues universitaires pour leur présence encourageante. À toute la communauté universitaire de l'Université de Kinshasa, administrateurs, en tête desquels Monsieur le recteur, enseignants et étudiants, j'adresse mes salutations les plus cordiales en signe de haute estime
et de solidarité académique, toujours exemplaire, édifiante, enrichissante. Mesdames et messieurs, c'est toujours un immense plaisir de se retrouver à Kinshasa, ville de lumière, mais aussi et bien plus. Ville bientôt fière de ses 12 millions d'habitants qui font chaque jour le charme urbain, la vivacité culturelle et la force intellectuelle de cette grande métropole au cœur de l'Afrique centrale, au bord du puissant fleuve qui arrose également Brazzaville. Ce qui fait que Kinshasa et Brazzaville semblent continuer un seul espace urbain lié par un même espace fluvial, bientôt enjambé par un pont moderne. Mais le meilleur, c'est justement la fraternité et l'amitié que se partagent entre les Kinois et les Brazzavillois. Et les Brazzavillois l'ont encore ressenti profondément lors de la tragédie de Mpila le 4 mars dernier, ayant reçu de Kinshasa tant des pouvoirs publics que du secteur privé un soutien spontané, multiforme, d'un poids considérable. Je voudrais par conséquent me permettre de rassurer Kinshasa de la reconnaissance de Brazzaville. Mesdames et messieurs, j'ai été invité à présenter mon dernier ouvrage sur l'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue publiée à Paris chez l'Harmattan cette année. Il est mince de 71 pages seulement et comporte 35 illustrations. Mais je voudrais surtout ici, si vous me l'accordez, en présenter prioritairement l'argument, c'est-à-dire la motivation profonde. L'urgence de cette motivation et l'actualité pressante de cette motivation afin de percevoir toute l'ampleur de la question et son extrême importance dans cette Afrique noire contemporaine, celle d'aujourd'hui et surtout, il va sans dire, celle de demain. Il s'agit d'espoir, de vision, que l'on peut qualifier sans hésiter d'utopique. Mais l'utopie, quand elle prend corps et se concrétise, devient nécessairement un événement d'une portée historique inédite. Les êtres humains vivent d'utopie, d'imaginaire, d'illusion et d'espoir et d'espérance. Les animaux, non, ou jamais, et jamais d'illusion chez les animaux. Le christianisme, on le sait, est né dans un immense bain de sang. Il n'y a qu'à consulter le martyrologue. En tout cas, aux siècles initiaux, parce que le christianisme n'était qu'une utopie envahissante au nom de l'amour du prochain et de l'amour du Dieu unique. Où en sommes-nous aujourd'hui? La Fédération des États-Unis n'était au début, il y a près de 300 ans, qu'une volonté politique assez illusoire qui fut vivement combattue par les États sécessionnistes du Sud. Où en sommes-nous aujourd'hui? La lutte de l'ANC contre la forteresse de l'apartheid fut estimée vaine et infructueuse par des intellectuels vaillants et respectés de réputation internationale. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les peuples qui n'ont pas d'utopie n'ont pas d'avenir. Les peuples qui ne cultivent aucune utopie périssent dans la monotonie.
les peuples dont les élites ne portent pas le débat sur de grandes ambitions vivent presque en marge, sinon en dehors de l'humanité. L'utopie est nécessaire. L'utopie, c'est-à-dire la vision, la perspective, la prospective, l'avenir, selon des choix majeurs, des intérêts supérieurs, des normes porteuses de vérité, de dignité, de justice et de prospérité. Les faits africains actuels exigent la formulation ou la reformulation de grandes utopies africaines. Mais quels faits africains? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de faits africains qui nous poussent à reformuler d'autres ambitions? Les faits africains actuels sont présentés par des experts, les experts d'ici et de là, et ça et là, comme des faits qui ne sont que des effets, mais des effets sans cause. Moi, je crois qu'il s'agit là de la très mauvaise épistémologie, celle qui consiste à présenter des faits en négligeant ou en biffant leur cause véritable. Des faits sans cause cela relève de quelle théorie de la connaissance? Mais que constate-t-on? Que dit-on dans les officines? Les faits épinglés que voici sur l'ensemble du continent. Voici nos faits sur l'ensemble du continent. Élections confuses, non transparentes, peu crédibles. Conflits post-électoraux à caractère ethnique, mauvaise gouvernance, corruption des milieux politiques et du climat des affaires, crise alimentaire aiguë et chronique, pauvreté, précarité, souffrance, système pédagogique de misère, chômage des jeunes, sous-emploi généralisé, déforestation indisciplinée irrationnelle, absence non inquiétante des Africains sur la scène des affaires du monde, manque notoire des acquis scientifiques et technologiques modernes, maladies pandémiques, sida, malaria, etc., etc. Voilà les faits négatifs dont les causes profondes restent volontairement obscures et vagues, en tout cas inanalysables. Voici en revanche les faits positifs qu'on reconnaît à l'ensemble du continent africain. Éclat et dynamisme de la culture, art, musique, danse, peinture, littérature, etc. Notoriété croissante du sport africain, notamment le football et ses compétitions interafricaines. Comment comprendre? Et pourtant, l'Afrique a une question et l'Afrique est une question elle-même. L'Afrique est une question. Cette question, à ce qu'on répète quotidiennement, c'est le sous-développement persistant. Avec tous les faits que je viens d'énumérer, négatifs et positifs, l'Afrique est une question pour le monde entier. C'est le sous-développement persistant. C'est-à-dire que l'Afrique est sous-développée et son problème est le combat contre le sous-développement. Or, la réalité lourdement négative, structurellement, montre que l'Afrique ne peut que se débattre perpétuellement pour des siècles encore dans le sous-développement en vue de son hypothétique développement.
Donc l'Afrique est une question, celle de son sous-développement. Et la solution à ce sous-développement réside dans le développement. Dire que le sous-développement se développe, c'est-à-dire le développement du sous-développement s'accroît. En fait, l'Afrique ne se développe pas, elle se sous-développe chaque jour. On voit bien que le co-développement proposé lors du discours de la rupture n'était qu'une tromperie de plus. Or, apparemment, rien n'a manqué à l'Afrique. C'est ça la contraire. Apparemment, rien ne manque même à l'Afrique. Les aides humanitaires sont quotidiennes. Les aides humanitaires quotidiennes. Les conseils cher payés des experts des institutions monétaires internationales. La coopération bilatérale et multilatérale sans cesse diversifiée. Le partenariat tous horizons, tous azimuts, les heureux programmes d'ajustement structurel, les codes bien pensés de bonne gouvernance sous injonction étrangère, les dialogues nord-sud, les transferts de technologie, les campagnes éphémères d'alphabétisation, les lois et commissions de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, etc., etc. Et toujours, l'Afrique vagit dans le sous-développement, qui est devenu un sous-développement durable et non le développement durable. Un sous-développement durablement chronique, avec des dettes injustes additionnées à des recettes étatiques déjà maigres, sans compter la précarité des termes de l'échange. À bien y réfléchir, le vocable même de développement est une ruse occidentale visant l'enfermement de l'Afrique dans le sous-développement et les cultures de rente. Les pays qui se développent effectivement en construisant chaque jour des hôpitaux, des écoles, des stades, des barrages, des aéroports, des chemins de fer, des autoroutes, des laboratoires et des industries de pointe. Ces pays qui le font chaque jour ne prononcent presque jamais le terme de développement. Ils le font. Au demeurant, combien de fois a-t-on entendu le président des États-Unis prononcer l'expression « développement des États-Unis » alors que les États-Unis se développent tous les jours, guidés par le concept ambitieux de leadership incontesté du monde. Voilà, c'est ça qui les guide. Ce n'est pas le développement qui le guide, ça se fait. L'air ne manque pas, on respire. Le problème n'est pas qu'on respire, on respire de toute façon. Donc on se développe de toute façon. Mais pour que je me développe, c'est pour être le leadership incontesté du monde. Donc il y a une ambition. On ne peut pas se développer sans ambition. Les pays qui se développent tous les jours ne font pas usage diarrhéique du mot développement. Pour nous, c'est une diarrhée. L'Occident a réussi à convaincre l'intelligentsia africaine que cette question du développement est la question centrale. Alors qu'on sait, par ailleurs, que l'Afrique ne pourra pas se développer totalement à l'échelle de l'État-nation à cause de nombreux faits négatifs, et cela malgré les aides et les coopérations. Ça fait 50 ans qu'on a les aides et les coopérations, malgré aussi les morales, les éthiques de bonne gouvernance.
Mais les pays les plus corrompus ne sont même pas en Afrique, c'est en Occident. Les pays dont les budgets sont déficitaires pendant des années, ce n'est même pas en Afrique, c'est en Occident. Mais où est la bonne gouvernance en ce cas? Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation, avec des structures inégalitaires et non viables historiquement, comme la France-Afrique. Ce n'est pas viable historiquement. Et eux-mêmes, ils commencent à critiquer ça, et les Africains résistent, ils veulent encore la France-Afrique. Cela fait au total près de 10 siècles nos rapports avec l'Occident. 10 siècles. On a passé par toutes les expériences, de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes. Ça suffit 10 siècles, non? On veut encore être abruti, sous-développé pendant 10 siècles encore? Alors, si l'Afrique possède, voilà la question, si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantilisée, et on commence par le manque de respect des chefs d'État africains, infantiliser l'Afrique, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer. S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force
dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires, même dans les disputes. De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires. De pot de terre, l'Inde est devenue pot de fer. Et l'admiration est là, et l'on signe des accords nucléaires. On nous parle de l'émergence, mais c'est quoi l'émergence? L'émergence, si souhaitée, si proclamée, c'est devenir simplement pot de fer. L'émergence, c'est pas, il faut être pot de fer. C'est pas chanter à la gloire de l'émergence, être pays émergent. Ça veut dire quoi? C'est encore une ruse de l'Occident. L'émergence pour nous, c'est devenir pot de fer. Ça doit être clair. L'émergence que tous nous souhaitons, que tous nous proclamons, c'est devenir simplement pot de fer. C'est tout, c'est pas autre chose. Tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc., mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Toutes les géopolitiques et les géostratégies du monde contemporain montrent que les nations, les États, les peuples ont changé d'échelle. L'Europe, c'est 27. L'Inde, c'est un sous-continent. La Chine, c'est un grand monde. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, ils veulent être ensemble. Le Mercosur, le Brésil et les pays andins de l'Amérique. On a changé d'échelle. Les nations ont changé d'échelle. Les États aussi. On peut pas, il faut être 27. Les États, les peuples ont changé d'échelle. C'est-à-dire, de pot de terre, ils veulent devenir de plus en plus pot de fer. Et c'est cela, la mondialisation. Ce n'est pas autre chose, telle qu'elle se passe sous nos yeux. Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation. Devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre. Tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, hein, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. Oui. Donc, ça nous empêche de changer l'échelle. Et l'État-nation africain actuel, l'État-nation actuel africain doit changer également d'échelle. Tout le monde le fait maintenant. On va louper encore ça. On loupe l'électricité, on loupe le nucléaire, on loupe tout. Il y a les tournants. Pendant qu'ils se battent pour faire 27 États, nous, non. Mais il faut changer d'échelle maintenant. Parce que ça sera plus fort. On n'aura plus affaire au Portugal, on aura affaire à 27. On n'aura plus affaire à l'Italie ou à la France ou à la Belgique. Ils seront 27. Hein? L'État-nation africain actuel doit changer aussi d'échelle et se fondre constitutionnellement. Voilà pourquoi les juristes africains doivent réfléchir. Ce n'est pas la guerre, ils doivent se fondre constitutionnellement.
dans l'État fédéral africain continental. Les constitutions des États doivent prévoir une clause. En cas d'État fédéral, on adhère à l'État fédéral. C'est le travail des constitutionnalistes africains qui doivent le faire. Ça, c'est nouveau. Ça, ce n'est pas les constitutionnalistes étrangers qui vont le faire ou de la coopération intérieure qui vont le faire. C'est notre affaire à nous. Et c'est ça l'innovation dans le droit africain. Car les faibles, ceux qui sont, je prends l'image de pot de terre, les faibles, les pauvres, les fragiles, les timides, les balkanisés, on attend quoi? Les balkanisés ne sont qu'au pot de terre. Avec nos gouvernements, les assemblées nationales, les institutions dites démocratiques, les économies vacillantes et les niveaux très bas scientifiques et technologiques du pays, et par ailleurs les ardeurs exégétiques enflammées. Tout le monde fait les exégèses de la Bible. Tout le monde s'enflamme pour ça. Mais voilà, mais vous n'avez pas changé d'échelle. Le gouvernement n'a pas changé d'échelle, les économies non plus, les institutions non plus, les assemblées nationales non plus. Mais vous, on est en train de renforcer le pot de terre, c'est tout. Oui. Ça résout quel problème fondamental devant la géopolitique mondiale, devant la géostratégie mondiale? Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement, mais la création d'une puissance politique africaine. C'est ça, c'est tout. La création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale. Tout le reste trouvera sans délai des solutions convenables. Tout le reste. L'industrialisation, le développement, les routes, tout le reste trouvera. Il faut des États-nations africains locomotives. Parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui amènent le train aussi. Il faut des États africains, nations à l'heure actuelle, des États-nations africains, même si tout le monde, nous sommes tous des pots de terre, mais il faut quand même que certains soient des locomotives, c'est-à-dire des leaders. Et la RDC est bien placée pour être la locomotive du nouveau panafricanisme, pour être le leader de cette grande vision panafricaine qu'est l'État fédéral africain à l'échelle continentale. Il faut des leaders. Les États-Unis ne sont pas faits comme ça, allons, bon, s'embrassent. D'autres ont fait la guerre de sécession. Des millions sont morts. Mais Franklin, qui était le plus vieux, avec 81 ans, les plus jeunes, Hamilton, juriste à New York, Madison, qui deviendra le 4e président américain, n'avait que 34 ans. Donc ce sont les jeunes qui ont fait les États-Unis. Le plus vieux avait 34 ans, il avait 33 ans, 28 ans. Le plus vieux, c'était Franklin. Benjamin Franklin, 81 ans. Les Washington, le premier était jeune. C'est la jeunesse, les gens qui n'avaient même pas 40 ans, qui ont fait les États-Unis d'Amérique. Et contre les autres, mais ils étaient leaders. Il faut être le leadership. Tout le monde vous combat. Mais si vous êtes décidé et vous avez bien vu une belle vision, un bel avenir, il y a des risques à prendre, mais tout le monde vous dira, la chrétienté, c'est la même chose, je vais vous dire le crème de la chrétienté. L'apartheid, qui va aller combattre l'apartheid? Ils ont tué les Steve Biko, ils ont tué les Mandela, mis en prison. On ne peut pas aller contre eux, mais où nous en sommes aujourd'hui? Parce qu'il y avait des leaders. Mais il n'est jamais trop tôt. Oh, c'est trop tard, c'est trop tôt. Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour écrire l'histoire de l'Afrique, en Afrique, par les Africains, pour les Africains. Voilà ce que disait Lumumba. Écrire l'histoire de l'Afrique, non pas à Washington, à Bruxelles ou à Paris. Écrire l'histoire de l'Afrique en Afrique, par les Africains eux-mêmes. Ils sont assez intelligents pour le faire. Et pour eux-mêmes. Dans un monde d'ailleurs si complexe,
Le monde est tellement complexe, chacun a ses problèmes, les guerres par-ci, le nucléaire par-là, mais qui va s'occuper de l'Afrique? Le monde est si difficile aujourd'hui. Et il est en perpétuelle crise, crise politique, crise financière, crise économique, crise morale, crise spirituelle. Mais qui va s'occuper de vous? Mais chacun s'occupe de lui-même. Après, on verra, on discutera. Bon, dans le livre L'État fédéral de l'Afrique noire, la seule issue, j'ai tenté, après Dubois, parce que ce n'est pas nouveau, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Lumumba, Cheikh Anta Diop, etc., j'ai essayé d'esquisser de façon assez précise, ça on ne peut pas le dire ici, c'est un peu technique, de façon assez précise, les contours et les fondements politiques. Politiquement, comment faire pour arriver à cet État fédéral? Bon. Le développement, à la base, c'est l'énergie. Bon, quels sont les potentiels énergétiques du continent africain? Mais le continent africain, potentiellement, au point de vue énergétique, mais on est les premiers dans toute l'histoire de l'humanité. Rien qu'Inga ou le lac Turkana, ça suffit même. Parce qu'on a des réserves de des milliers de milliards de kilowatts. Toute l'Afrique. Donc on a l'énergie, elle est là. Les fondements économiques, les matières premières sont là aussi. Parce que tout ce que nous avons, on prend ici, on fabrique, on nous renvoie. Donc les matières premières sont là. Il y a l'énergie, les matières premières. Il suffit qu'on ait des techniques, des techniciens, des industriels. Donc il y a des fondements industriels, communicationnels. Ça serait même faire bâtir un pays 10 fois plus grand que les États-Unis, 3 fois plus que la Chine. On sera encore les premiers, le berceau de l'humanité, encore le premier de l'humanité. C'est l'histoire. Voilà pourquoi il faut freiner absolument l'Afrique. Il ne faut pas que ces gens s'échappent. Il faut faire la colonisation, la traite négrière, ils sont encore là. Tu les mets en prison, tu crois que c'est fini, ils sont encore là. Hein? Tu les tues, ils sont encore là. Tu tues Mandela, tu tues le Mumbai, il a même un garçon qui n'a même pas 40 ans, on le tue pour protéger les mines du Katanga. Il y a encore plus violents encore qui viennent. Donc ces gens-là, il ne faut pas trop les... C'est le coffre-fort de l'humanité. Donc aujourd'hui, la lutte, c'est l'Asie veut l'Afrique, le bloc atlantique occidental veut l'Afrique. Et nous, on serait écartelés, martyrisés encore. On va faire le bonheur de l'Asie, ils prennent tout. On va continuer à faire le bonheur de l'Occident, il faut prendre tout. Et nous-mêmes, des miettes. Oh chef, ceci, président, ceci, il est ministre, il est ceci. Non, ça suffit. C'est ça le problème, cette puissance continentale africaine, même si on ne fait pas, on est trop vieux, mais il faut lancer, la jeunesse doit le faire, qui assurera la libération définitive des peuples africains. Se libérer n'est pas être contre les autres, au contraire. Puisqu'ils sont libres, nous sommes libres, on coopère. La libération de l'Afrique ne veut pas dire tuer les autres. Ils sont libres, c'est des peuples libres. Mais nous aussi, nous voulons être des peuples libres. On collabore entre peuples libres et peuples libres. Ce n'est pas entre peuples libres et peuples esclaves. L'Afrique est immense géographiquement. 3 fois la Chine. Et l'Afrique est nombreuse démographiquement. Bientôt plus d'1 milliard. Mais alors, quelles sont les ambitions? Donc vous avez un grand pays géographiquement. Et vous êtes nombreux. Et vous n'avez pas d'ambition. Mais enfin, ce n'est pas normal. Hein? Donc un grand continent sera gaspillé. Géographiquement, c'est 3 fois la Chine, c'est 10 fois l'Afrique noire. C'est grand, tous les climats, les forêts, les savanes, les Sahel, les lacs, les fleuves, on a tous les climats. Leur changement climatique, ce n'est même pas notre affaire. Parce que nous ne polluons pas encore. Mais nous allons bientôt polluer lorsqu'on fera l'industrialisation de l'Afrique à grande échelle. Quand on va polluer comme eux, on verra bien.
On est quand même intellectuel. Nous, notre rôle, c'est intellectuel. Donc, l'Afrique est immense géographiquement. L'Afrique est nombreuse démographiquement. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Les intellectuels africains, la jeunesse africaine. On est intellectuel, on est payé pour ça. Donc, un pays grand qui a tout géographiquement. Je ne parle pas des mines même. Je veux dire minièrement, l'Afrique est le coffre-fort de l'humanité. Vous avez tout. Vous êtes grand espace. Ailleurs, il n'y a même pas d'espace. Vous avez l'espace qu'il faut, ce n'est pas peuplé. Bon, vous êtes nombreux, mais ce sont des données fondamentales. Qu'est-ce que nous faisons avec ces données? On laisse ces données-là, on perd le temps de bonne gouvernance, corruption, mais les plus corrompus, ceux qui parlent de corruption, c'est les plus corrompus. Voilà. C'est tout. Hein? Et chaque fois qu'un Africain, politique ou leader ou intellectuel veut faire quelque chose, il faut le combattre. Combattre Cheikh Anta Diop, combattre Aimé Césaire, combattre tel président, parce que ça devient un danger même. Un Africain qui voit clair, qui dit les choses aux autres Africains, voilà le danger. Oui, il devient dangereux. Enfin, je m'excuse, je ne sais pas les positions ici, mais moi je crois que Mugabe, c'est le meilleur chef d'État. Parce que c'est le plus critiqué. C'est tout. Bah, je ne sais pas trop bien ce qu'il fait là-bas, mais enfin, moi j'ai d'autres critères. Pour qu'on s'acharne sur lui, hein, il y a quelque chose. Les terres. Ian Smith vit là-bas, il a ses terres. Donc, il faut cette géographie africaine. Il y a des géographes ici, des économistes. Là, il y a des démographes ici. C'est quand même des données importantes. Il ne faut pas qu'on gaspille la géographie africaine au sens large. Il ne faut pas qu'on gaspille la démographie africaine. Le père Gillon a fait cette université pour 5000 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'étudiants ici. Vous voyez bien que ça va vite, la démographie. Et le blanc avait vu déjà grand à l'époque. S'il avait vu pour 5000 étudiants, bon, ils sont dans leur brousse, ils ne viendront pas à l'école. Hein? Bon, on fait petit, mais comme on aurait fait aujourd'hui. Ouais. Il faut voir grand, il a vu grand. Il a dit qu'ils sont 5000 aujourd'hui, dans 50 ans, ça sera même petit ce qu'on a fait. Il y a cette vision, et tout le monde le prenait pour un fou. Le père Gillon, mais comment il va faire le nucléaire? Il n'y a même pas un physicien. Hein? Malou, bon, quoi, il n'y a rien, comment on va faire? Il l'a fait. Il faut faire, il faut faire. L'Afrique est immense géographiquement, j'insiste sur ça, et nombreux démographiquement. Il faut jouer sur ça. Il faut de vastes et solides ambitions. C'est jamais vaste, le pays est vaste. Donc nos ambitions doivent être vastes comme le continent. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas faux. Il faut de vastes ambitions et de solides ambitions. Parce que le projet de paix perpétuelle des politologues le savent, de Kant, hein, la paix perpétuelle, le projet de paix perpétuelle pour un gouvernement cosmopolite de l'humanité, c'est encore lointain. Hein, c'est presque hors de portée du monde actuel. Un gouvernement cosmopolite, la paix perpétuelle de Kant, et tout, c'est bien, mais c'est encore lointain. Tandis que l'État fédéral, ce n'est pas lointain, on peut faire. Oui, c'est hors de portée. Et alors, vous expliquez la paix perpétuelle de Kant, qui est presque impossible à atteindre aujourd'hui, et l'État fédéral, qui est atteignable, vous n'en parlez même pas. Voilà. Vaut mieux parler de l'État fédéral que de la paix perpétuelle de Kant. C'est ça nos contradictions. Il nous faut donc réactualiser de génération en génération, réactualiser le panafricanisme. Le monde contemporain est ce qu'il est. Le partage à toute l'humanité des richesses du monde, ce n'est pas pour demain. Les pays riches se refusent catégoriquement à accueillir et à soulager la misère du monde. Ils ne veulent pas. Pour obtenir un visa, ils ne veulent pas. Pour faire ils ne veulent pas. Restez chez vous. Les mouvements européens qui se dessinent, mais c'est contre qu'on ne parte pas chez eux, ils ne veulent pas partager.
Ainsi donc, et sans ambiguïté, l'État fédéral africain demeure la seule issue pour aujourd'hui et pour demain. Donc, tout doit s'orienter et s'acheminer vers cette historique issue. Petit à petit, on doit aller vers là-bas. Une nouvelle conscience africaine est par conséquent appelée à l'existence. Il faut faire avec de nouveaux schémas intellectuels, de nouveaux logiciels intellectuels ou mentaux. Une nouvelle conscience africaine doit venir à l'existence. Cette nouvelle conscience africaine, devant les nouvelles exigences de vie et de survie, il est question de la survie, c'est l'œuvre de toutes les forces vives africaines. Aucune force vive africaine ne doit être laissée de côté. Ainsi, écrivains, romanciers, hommes et femmes de théâtre, poètes, doivent quitter la description des faits coloniaux et post-coloniaux pour aborder désormais les thèmes majeurs de l'Afrique nouvelle. Les romanciers écrivent quoi là? Qu'on a divorcé, qu'on a marié, qu'on a... Mais enfin, que le deuxième bureau... Tout... Mais ça, c'est quelle est cette littérature? Alors qu'on a des problèmes. Les romanciers doivent développer notre imagination différemment. Les hommes et femmes de théâtre doivent faire le grand théâtre. La France a fait ça. C'est devenu l'époque classique, les Molières. C'est le classicisme français. Il ne faut pas rester dans les trucs là, deuxième bureau, Makango, tout ça là. Les poètes. Personne n'a chanté le fleuve au Congo avec puissance. Hein? C'est quand même curieux. Donc on doit quitter la description des faits coloniaux et post-coloniaux pour aborder désormais les thèmes majeurs de l'Afrique nouvelle. Musiciens, artistes, athlètes, même quand les athlètes américains, les Civil Rights Movement, ils avaient fait comme ça. Ils avaient montré le point au temps de Martin Luther King. C'est comme ça qu'on doit faire. Les musiciens, ce n'est pas chanter tout ça. Hein, musiciens, chanter les noms des gens à longueur de journée, non. Musiciens, artistes, athlètes. D'ailleurs, Papa Wemba a commencé à chanter de Lumumbashi à Pointe-Noire. Bon, au moins ça. Hein? Mais... les musiciens, les artistes, les athlètes, les cinématographes, les couturiers, les modélistes qui doivent percer les mystères, tu vois, mobiliser les forces, les énergies, les mentalités collectives en fonction du présent et de l'avenir. Il faut faire. Les intellectuels, universitaires, dans notre cas, nous tous ici, les penseurs, les philosophes, les cadres, les libraires, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, muséologues, hommes et femmes des églises qui doivent chasser l'ignorance au lieu de répandre l'ignorance. Hein? Il faut chasser l'ignorance, répandre les connaissances et inventer d'autres discours dont les dynamiques transcendent le convenu, le grégaire, le convenu, le cliché, pour ouvrir de nouvelles perspectives africaines plus solidaires. Il faut que les hommes de l'Église parlent de ça. Il faut que les archivistes, les documentalistes, il y a les universités, les intellectuels, les cadres, il y a ce travail à faire. Les hommes et femmes politiques, les animateurs associatifs, leaders des partis politiques, journalistes engagés, comme témoins et acteurs sociaux objectifs qui doivent hisser les intérêts fondamentaux du peuple africain au-dessus des contingences et accessoires. Ça, c'est accessoire. Ce n'est pas la peine de perdre de temps. Ça, c'est contingent. Ce n'est pas la peine de faire le temps. Aller à l'essentiel. Les hommes politiques, les dirigeants des partis politiques, hein? Il y a les intérêts fondamentaux. C'est ça qui doit mobiliser. Le reste, ce n'est pas tellement important. Hein? De toute façon, on se sucrera si on fait les intérêts du peuple. Un type qui fait les intérêts du peuple ne sera pas malheureux. Il aura son palais, il aura les véhicules, il aura les motards, il aura tout.
Parce que les intérêts fondamentaux du peuple africain, ce n'est pas des maigres intérêts. C'est le développement, c'est l'envergure. Donc rien ne manquera même. Tu vois? Maintenant, les industriels africains, banquiers, il y a des banquiers africains, ou bien il faut les créer. Économistes, juristes, commerçants, militaires, hommes et femmes d'affaires, les paysans, ouvriers, citadins, ruraux, constructeurs, architectes, ingénieurs, inventeurs, médecins, pharmaciens, jeunes, adultes, femmes, hommes, qui doivent toujours imaginer et augmenter la créativité africaine à l'échelle continentale. Donc la construction d'une nouvelle Afrique dans le cadre de l'État fédéral africain requiert ainsi une mobilisation générale. Donc toutes les énergies, il ne faut pas laisser une seule miette d'énergie. Les bébés qui naissent aujourd'hui, il faut en prendre soin dans les hôpitaux. C'est demain les constructeurs, les ingénieurs. Il faut mobiliser tout le monde. Les musiciens, ils ne perdent pas leur temps, il faut les mobiliser. Les athlètes, les écrivains, les cadres, les penseurs, les professeurs, les étudiants, tout le monde, les chômeurs aussi. Tout le monde a intérêt à ne plus être chômeur. Parce que si on fait l'État fédéral, il n'y aura plus de chômeurs. Ils vont chômer pourquoi? Tout le monde va travailler. Et ça sera en fonction du bien-être. C'est ça. Ce n'est pas pour soi ou que non. Ça sera le bien-être, la bonne vie, le bonheur de l'ensemble du peuple africain. On fait pour le peuple. On ne fait pas pour soi. Telle est l'initiative africaine dans le monde contemporain qui se résume dans le choix de la solidarité. Il faut choisir la solidarité africaine. Le choix de la puissance africaine dans un État fédéral. Si on fait ce choix, tout ira pour le bonheur. Le choix du royaume politique doit être opéré avant les schémas économistes là. Parce que c'est ça qui nous embrouille. Tout devient gouvernance, tout devient... Mais la gouvernance de quoi? Pourquoi? Quel intérêt? Ça, c'est pas clair. Pour quel choix politique? Il faut d'abord les choix politiques. Non, on fait pourquoi? On va faire la bonne gouvernance pour qui? Le ministre, bon, je ne vole plus, mais pour quel intérêt? Quelle est la finalité de ça? De ne plus voler. C'est ça la finalité. Mais non. La finalité doit être le bonheur. Si je ne vole plus, ça doit être pour le bonheur du peuple africain. Donc la finalité, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de finalité, on ne voit pas clair. Bon, je vois clair de même dans ma poche. Puisqu'il n'y a pas de clarté. Donc l'avènement de l'Afrique, c'est ça qu'on doit faire. Tout le monde sera mobilisé. Alors il n'y aura plus de conflits post-électoraux. Mais il n'y en a plus. Si on reste comme ça, l'État-nation, tout le temps vous en aurez. Si ce n'est pas ici, c'est là-bas. Si ce n'est pas là-bas, c'est ici. Il y aura des conflits post-électoraux parce que personne n'estime perdu, personne ne veut perdre. C'est ça, il y en aura toujours. Mais dans l'État fédéral, c'est terminé, ces affaires. Tu as déjà vu l'État de la Californie faire la guerre à l'État du Texas? Ils ont des gouverneurs là-bas, non? L'État fédéral ne va pas le permettre. Que notre État agresse un autre État. De toute façon, les États-là n'auront pas l'armée. L'armée sera une force fédérale. Ils vont faire quoi? Ils vont développer leurs petits ponts, leurs écoles maternelles, c'est tout. Les problèmes importants seront la fédération, c'est le monde. Les conflits post-électoraux qui nous paraissent inéluctables, inévitables, il faut faire les élections, on va se battre encore, journée, ville morte, des choses comme ça. Là. Ça, c'est terroriser les gens pour rien. Les politiques de réconciliation nationale. Enfin, on va se réconcilier nationalement. Vous avez déjà attendu au Texas, en Virginie, en Floride, réconciliation nationale? Ou en Chine, dans leur province? Ou en France? Peut-être en Belgique, oui, parce que les valeurs, les flamands. Les valeurs, les flamands. Mais quand c'est nous, ils parlent fort, mais eux aussi. Tout le monde a... Il n'y a pas... Bon, les problèmes européens, il ne faut pas en parler. Nous, on n'a pas le droit d'en parler. On est trop nègre pour en parler. Les problèmes africains, ah oui, c'est tout le monde qui jase là-dessus. Mais quoi? Mais pourquoi? De quel droit? On a le même droit. Si c'est l'égalité, la dignité, les droits humains, on a le droit de parler aussi. C'est tout. Mais nous, on croit que il ne faut pas en parler, on ne peut pas. C'est le problème des Blancs.
on ne peut pas parler. Au contraire, il faut en parler. On est bien placé pour leur dire qu'aussi, nous avons vaincu le tribalisme, vous devez aussi nous suivre. Ouais. Bon, les interventions, surtout les interventions militaires occidentales néocoloniales, ça ne peut pas exister. C'est vous agresser l'État fédéral qui aura de moyens de se défendre. Ils ne pourront pas faire comme ceci, etc. Mais voilà la puissance africaine. Au Mali, la CEDEAO ne peut pas intervenir. Et la France aussi dit que moi, je ne peux pas. Bon, allez voir l'ONU. L'ONU dit que laissez tomber, je ne peux pas. Ben voilà, on n'a pas de puissance. Ça se moquer des gens, quoi. L'intervention militaire occidentale néocoloniale, ça ne va plus exister parce qu'on ne va pas agresser un État d'un État fédéral. Vous avez affaire à l'État fédéral. Si vous agressez la Floride, vous avez affaire à l'État fédéral américain. C'est impossible. C'est ça les problèmes. Au contraire, nos problèmes seront mieux. Et les pillages, il n'y aura plus de réseaux néocoloniaux. C'est terminé. Plus de pillages des matières premières. Tu vas prendre comment? Tu vas signer avec qui? Avec l'État fédéral? Aujourd'hui, tout l'uranium s'en va. L'uranium de la Namibie, c'est 10% des réserves mondiales. C'est Areva qui fait ça. Plus l'uranium du Niger. Donc, ils vont prendre tout l'uranium. Nous, on ne pourra même pas faire nos bombes atomiques. Ils prennent tout. C'est le pillage des matières premières. Hein? Et la France-Afrique. Nous, on n'en veut plus. Depuis longtemps, on n'en voulait plus. Eux, maintenant, ils n'en veulent plus eux-mêmes aussi. Parce que ce n'est pas viable. On peut faire l'amitié, la camaraderie, la fraternité, l'histoire, autrement que par ces liens obscurs qui ne résolvent aucun problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amitié entre eux et nous. Il y a l'amitié entre la Belgique et la RDC, mais pas une amitié à un sens unique. C'est tout. Donc, tout l'accessoire cédera la place à l'essentiel. Nous ne voyons pas l'essentiel aujourd'hui. On nous embobine, pour ainsi dire, pour ne voir que l'accessoire. Tu vois, l'accessoire. Même le pouvoir politique, on nous divertit. Il faut voir simplement l'accessoire. Alors, l'essentiel pour nous, il faut que ça soit grand. La construction d'une humanité juste. Nous ne prenons pas part à ça. Alors, si tu ne prends pas part à la construction d'une humanité de justice, une humanité d'égalité, de fraternité, de progrès et de paix et de bien-être pour la famille humaine, tu es éloigné de ça. Comment veux-tu faire même le bien pour toi-même? Parce que tu es même exclu de la famille humaine. Si on se sent qu'on n'est pas de la famille humaine, que s'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais je ne peux pas jouer avec mon pays, parce que mon pays a son obole, a sa part dans cette construction de la famille humaine. Donc, je participe au progrès de l'humanité à ne pas tuer le propre progrès dans mon pays. Mais s'il n'y a pas cette perspective grandiose, ben, je m'arrête à l'accessoire. C'est-à-dire, je fais, je ne comprends pas. Le président m'a nommé ministre parce qu'il n'y en a pas dans mon coin. Bon, d'accord. Bon, il t'enlève. Bon, pourquoi? On ne sait pas trop. Bon, on va prier, on va voir les parents. Bon, il n'y a même pas de vision. Tandis que si il y a le progrès pour la paix, pour le bien-être de la famille humaine, etc., c'est un peu les professeurs. Nous, on voit le bien collectif. On ne voit pas tel étudiant, on va leur donner la science. Donc, on fait bien, on prépare les cours. On est rigoureux. Parce qu'on voit plus loin. On veut former des cadres. C'est ça la vision qu'on a. Donc, on ne forme pas des cadres au rabais. On est rigoureux, on lit, on publie, on donne confiance aux étudiants. Ils ont confiance aux professeurs compétents. On fait tout pour être de plus en plus compétents chaque jour. Voilà pourquoi ça fait bien. Mais si on n'avait pas cette vision de nous transcender nous-mêmes en tant qu'enseignants, d'aller à l'excellence, hein, on n'allait pas demander aux étudiants d'être excellents. Tu ne peux pas demander que les choses soient excellentes, toi-même tu n'es pas excellent. Hein, c'est contradictoire. Voilà. Si on voyait grand, on allait bien faire nos pays. Mais comme on ne voit même pas, donc le pays, bon, écoutez, on est là, hein, attendez votre tour. Tu vois. Donc, il faut créer une chaîne d'union panafricaine avec siège à Kinshasa.
une chaîne d'union panafricaine. Il faut le faire. Ils ont fait ça, tout le monde fait, c'est pas mauvais, c'est notre droit. Même si on se trompe, ça ne fait rien, c'est nous. Voilà, il faut s'assumer. Alors, dont le but principal sera d'examiner et de promouvoir un chronogramme. Un chronogramme, parce que l'utopie quand même, si elle a un chronogramme, ce n'est plus tellement utopie. Donc, le chronogramme de l'État fédéral qui est contenu dans ce livre, page 57-58. C'est-à-dire qu'il faut un chronogramme, il faut le faire. Même si, donc, une chaîne d'union des panafricanistes africains, il y en a partout. Le siège est ici, on fait une chaîne d'union, parce qu'il y a beaucoup de chaînes d'union. L'ésotérisme, les maçons, l'occultisme. En Afrique, il y a des liaisons. Hein? Il y en a. Au Togo, au Sénégal, ici à Kinshasa, tout le monde, les francs-maçons, les rosicruciens, les occultistes, les églises, ont des chaînes d'union. Et nous ne faisons que du bien pour l'union panafricaine. Faites une chaîne d'union aussi. Chaîne d'union panafricaine. Qui a chaise à Kinshasa, ici, etc. Quel est le but? Ben, on va examiner, faire la critique du chronogramme et faire promouvoir le chronogramme. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on a fait les États-Unis, tout ce qu'ils appellent l'Europe maintenant. Ils n'ont pas commencé par le charbon, ils étaient à peine 4 ou 7, après ils sont 27 aujourd'hui. Donc nous, on a un chronogramme, vous le verrez, de 2012 à 2014. J'ai dit qu'il faut une activité pédagogique intense à travers tout le continent. Il faut expliquer à la radio, à la télévision, aux émissions, aux débats, être en contradiction, les associations, les débats publics, tout ça là, il faut faire pour expliquer. 2012 à 2014. Et moi, j'ai commencé aujourd'hui à Kinshasa, de lancer le débat. Voilà. Oui. Et de 14 à 20, alors, il faut rédiger, il y a des juristes qu'ils apprennent à rédiger, au lieu de copier une constitution d'un pays, rédiger des textes juridiques appropriés. Si vous voulez faire une constitution fédérale, c'est comment on va faire. Des assemblées fédérales, comment on va faire. Ce que les Américains appellent le congrès, comment on va faire. Il faut que les juristes ils ont maintenant du boulot. Les organes fédéraux, comment on va faire. L'Assemblée nationale fédérale, l'État fédéral, le Sénat fédéral. Il faut faire ces papiers-là. Même si c'est utopique aujourd'hui, demain, ça sera la base de réflexion des jeunes. Et puis, préparer un référendum à l'échelle des États-nations. Comment on ne fait plus les guerres? Vous ne voulez pas, on vous casse la gueule, vous venez de force. On ne fait plus comme ça. Hein? Il y a la conscience, il y a les indépendants, la souveraineté des États. Donc, on sollicite la bonne volonté des États, leur souveraineté. S'ils veulent, au départ, on fait petit. Si on fait la RDC, comment tout le monde dans le bassin du Congo, le Congo va suivre l'autre côté. Ils vont suivre. Le Gabon va suivre, la Guinée équatoriale, tous ces pays-là vont suivre, l'Angola, tout. On fait, les autres vont s'adjoindre à nous. C'est comme ça qu'on fait petit à petit l'État fédéral, c'est tout. Et tout le monde, on ne peut pas s'embrasser du coup. Mais si on est fort puissant, on change le pôle des affaires. Les affaires viennent ici, c'est plus intéressant. Il y a des mines, il y a ceci. La jeunesse est dynamique, c'est plus vivant, etc. Ils vont venir, l'Asie va venir, tout le monde va venir. De 20 à 22. Alors même si on n'est plus sur terre, il faut proclamer l'État fédéral africain. Il faut proclamer. Là, 2020-2022. Vous proclamez. C'est comme ça que même Marcus avait proclamé les États africains indépendants. On était loin d'être indépendants, on était colonie. Marcus Garvey avait proclamé l'indépendance de l'Afrique vers les années 1940. C'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. On ne sait même plus qu'un Africain l'avait fait. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Après, c'est les États volontaires, hein, ce n'est pas la guerre. Les États-Unis, c'était la même chose aussi. Après, quand on fait ça, on est libre, on est puissant. On n'adhère pas, par exemple, on fait notre entrée à l'ONU en tant qu'État fédéral, et puis on n'adhère pas à la CPI. Mais oui, on n'est pas obligé d'adhérer à la CPI. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI.
Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Et la tactique est quoi? Bon, un garçon ou un garçon, bon, s'affrontent. On dit non, on met une femme, Banque mondiale, une femme, Fonds monétaire international, une dame, la CPI, une dame. Comme ça, ce n'est pas toujours les Noirs, hein, que les Blancs qui vous maltraitent. C'est aussi une dame centre, vous débrouillez-vous, quoi. C'est un piège qui ne trompe personne. Mais nous, mettez les femmes que vous voulez, noires, tout ça. Nous, on ne veut plus être membres, c'est tout. On est libre. Les États-Unis, je crois que la France n'est pas membre de la CPI. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Hein? Ils ont bombardé des pays là comme ça, on ne les a pas arrêtés. L'Irak et tout. Mais pourquoi nous, on serait membres? Mais qui nous a mis même dedans, on comprend rien. Il y a les tribunaux. Ayez confiance à nos propres institutions. On fait les tribunaux, on fait les juges, les magistrats, on n'a même pas confiance en eux. Il faut avoir confiance. C'est comme avec la confiance qu'ils peuvent changer leurs défauts. Mais si on les néglige, tous leurs défauts vont s'agrandir. Hein? Ça n'y a confiance qu'ils diront, bon, on ne peut pas décevoir, faisons un peu mieux. Mais si vous n'avez pas confiance, bon, moi je les prends, ceux de mon côté, ils vous mettent en prison, c'est tout. Donc 22-30, on commence la grande industrialisation du continent, de l'État fédéral, vers les années 22-30. Il y a assez d'ingénieurs, assez de techniciens, d'industriels, et on commence à faire la grande industrialisation de l'élevage. Il n'y a plus de faim, on fait la grande élevage, on fait la grande industrie, j'ai tout décrit ici, hein, surtout le bassin du Congo devient vraiment le pôle principal de l'industrialisation. Il n'y a pas de pollution qui tienne. La Chine fait la pollution. Qu'est-ce qu'on dit à la Chine? Les États-Unis font la pollution. Qu'est-ce qu'on dit aux États-Unis? Ils sont puissants, tu vas dire quoi? Bon, nous serons puissants, qui va nous dire que ne faites pas ceci, ne créez pas des fusées, ne faites pas l'aéronautique, ne faites pas de la chimie. Qui va nous dire? On fait nous-mêmes. Tout, c'est terminé. Tu vois? Et puis, vers les années 30, 60, hein, il faut faire le programme nucléaire africain. Même s'il ne sert à rien, il faut le faire. Programme, bon, pour calmer le jeu, nous disons programme nucléaire civil. Afrique. Comme ça, il n'y a pas de palabre. On a le droit. C'est un droit. Parce qu'avant, quand les États-Unis possédaient, la Russie possédait, c'était dangereux pour l'humanité. Bon, maintenant que tout le monde a le nucléaire, hein, ça s'est calmé. Tout le monde a le nucléaire. Ils veulent empêcher l'Iran d'avoir. Parce que l'Iran est petit. Mais un continent, vous allez empêcher? Non, on va faire. On fait avec nos propres savants, nos propres ingénieurs. La Chine va placer la femme à la Lune, dans l'espace, avec les techniciens chinois, les ingénieurs chinois, les savants chinois, l'argent chinois, c'est tout. Et le pays chinois. Nous, on fait une base à Kamina, on lance dans l'espace les gens, c'est tout. Voilà. Oui, parce que là-bas, c'est clair, c'est bien, le ciel est clair. On fait nous-mêmes nos programmes avec nos intellectuels. Le petit programme de Malou ici. On crée un centre nucléaire Malou, Kalenga Malou. Voilà. On crée un centre, professeur Kalenga Malou. On crée un centre nucléaire. Il était le premier à faire ici comme un gorille perdu dans la forêt. On n'y croyait même pas. Parce qu'on croyait que c'était Sciences Po, des choses comme ça. Hein? Il fallait former des ingénieurs nucléaires, des physiciens nucléaires, etc. Bon. Et c'est ça qu'on appellera la Renaissance africaine, les 2060. On ne sera plus là, on sera poussière sous terre, mais au moins, hein, on sera radieux, là où les gens seront. Ils seront radieux. On dit qu'en fait, l'Afrique a réussi. Bon, s'il y a le temps, on va rapidement voir quelques diapos, si c'est possible. C'est possible, oui. Donc, voilà, on va faire ça. Donc, je vous remercie, chers amis, le cœur plein de gratitude pour votre présence. Et je crois qu'on va avoir quelques projections, quelques diapos. Surtout, je montre les gens qui nous ont précédés, parce que ces gens n'habitent même plus notre conscience. Notre conscience est peuplée de n'importe quoi, sauf de nos propres racines. On ne peut pas aller loin si on est vide, si on n'a pas sa propre conscience. C'est ça, l'histoire sert un peu à ça. Et le professeur Ndaiwel ne me dira pas le contraire. Bon. Ah, c'est par là-bas. Est-ce qu'on voit? Bon. Je ne sais pas si vous voyez.
voilà, cette affaire-là, ce qui nous parle aujourd'hui des droits humains, les droits de l'homme. Et nous avalons ça comme des gens purs, des anges, des gens innocents, etc. Or, ils ont fait un code, le plus monstrueux code de toute l'humanité, qui a duré 2 siècles dans la justice française, le code noir. Les étudiants en droit ne connaissent même pas, ils n'ont pas lu une seule ligne du code noir. Et ce code-là, pendant 4 siècles, il nous a déportés au Nouveau Monde. On était traités comme du bétail, ce qu'ils appellent les bennes, bois des bennes. Voilà. On était pris comme ça pendant ce qui nous parle aujourd'hui des droits de l'homme, des droits de ceci ou cela, etc. Mais les droits de l'homme, ils ne les ont pas respectés pendant des siècles et des siècles. Hein? Nous, on met récalcitrant en prison, ça devient les droits de l'homme. Donc, voilà, prendre des gens, les enchaîner comme ça, là, ça, c'est fait comme ça. Mais un ministre français l'a fait au XXe siècle. Il a pris les Maliens, enchaîné, mis dans l'avion, allé au Mali. Donc, ce n'est pas du roman, ces affaires-là. Hein? Les rapports, ils ne veulent pas qu'on aille chez eux, ils veulent nous piller et nous faire la misère ici. Il faut comprendre cela. Hein? Il faut se faire respecter, puis vous respecteront, c'est tout, c'est tout. Ce n'est pas la guerre. C'est fini l'esclavage, on ne va pas encore continuer. Voilà les droits de l'homme. Hein? Bon, ensuite, malgré tout, les gens n'ont pas baissé les chiffres. Vous avez Dubois, que vous connaissez, il dit qu'il fallait créer une encyclopédie africaine. Il faut créer une encyclopédie. Vous trouvez un diamantaire ici, hein, un diamantaire, il a l'argent, il trouve quelques intellectuels, il y a les étudiants, on encadre, on fait une encyclopédie. On paye, on a l'argent, on paye l'encyclopédie. C'est comme ça que les Diderot, les Montaigne, on fait les Voltaire. C'est comme ça les encyclopédies. Hein, toutes de l'Afrique noire. Marcus Garvey disait que le génie africain doit briller de la terre jusqu'à la dernière étoile au ciel. Les Marcus Garvey. On nous explique même plus ces gens. Le génie africain existe. Vous ne faites pas la danse, la musique, les chansons pour rigoler. Des gens comme les Rochereau, comme les Kabasele, comme les Franco, ce n'est pas la rigolade. C'est des génies véritables. Qui peut jouer encore la guitare comme le docteur Nico? Et on méprise, on croit que c'est de la rigolade. Il y a du génie dans ce pays-là. Bien avant même, on a fait des empires, des royaumes. Congo, Cuba, tout ça, Luba ou quoi là. On a fait. L'art africain existe ici, c'est le foyer.